L'univers du manga, un univers qui passionne des millions et des millions de personnes à travers le monde, de par son format spécifique et sa façon unique de nous narrer des histoires en tout genre nous permettant de nous évader le temps de quelques instants, un univers ô combien fascinant et inlassable. Mais derrière ce décor idyllique d'une industrie nous offrant la possibilité de découvrir des milliers de récits différents se cache aussi une facette bien plus sombre. Car oui, l'univers du manga n'est pas toujours rose, certains mangas doivent changer de direction scénaristique et de genre pour perdurer sur le long terme, d'autres se voient contraints de précipiter leur fin malgré le fait qu'ils aient eu du succès auparavant, et enfin certaines séries n'ont même pas la possibilité de se développer tout court. C'est le sujet du jour, on va aborder 3 mangas qui n'ont jamais eu de véritable fin dans le Shonen Jump. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va rendre hommage entre guillemets à quelques œuvres qui pour la plupart auraient bien mérité davantage de succès. Pour l'occasion je serai accompagné de mon bro Alexan, je vous invite à aller checker sa chaîne centrée également sur les mangas, vous y retrouverez de la critique manga, des histoires de personnages, du Pokémon, des concepts innovants et bien plus. On a d'ailleurs réalisé une autre vidéo sur le sujet sur sa chaîne avec 3 autres mangas, donc si jamais ça vous intéresse, les liens sont en description. Illégal Rare est un manga signé Hiroshi Shiibashi, l'auteur de Noura le Seigneur des Yokai, qui a débuté en 2014 dans le Shonen Jump avant de prendre fin la même année en un total de 4 tomes. Et malgré son arrêt prématuré, le manga est quand même paru chez nous aux éditions Tonkam peu de temps après. Voici de quoi ça cause. Fukumen et Axel sont à la tête d'une organisation de défense des créatures surnaturelles en voie de disparition. Ces dernières sont appelées les rares. Leur but, les protéger de l'inlassable traque dont elles font l'objet et leur permettre de vivre librement. Première mission pour eux, retrouver une sirène qui vient d'être kidnappée. Alors j'ai choisi de vous parler d'Illégal Rare car il s'agit d'une série d'un auteur que j'apprécie fortement. Après son succès Noura le Seigneur des Yokai, Hiroshi Shiibashi se devait de rebondir avec une nouvelle œuvre, une opportunité qui s'offrira très vite à lui, un an après seulement la fin de Noura. Illégal Rare fut ainsi lancé en 2014 dans le Jump face à une concurrence terrible, que je vous laisse découvrir par vous-même. Très vite cette série rencontre malheureusement d'énormes difficultés à se démarquer des autres, malgré quelques bonnes idées et un fort potentiel sur lequel on va s'intéresser. Je regretterai toujours l'annulation de ce manga car sans pour autant nous proposer un concept très original, l'auteur nous propose de concentrer son histoire sur un bail qui n'est que très peu développé dans l'univers du manga, à savoir le concept de chasseur de primes. Prenons l'exemple d'un manga qui vous est tout de suite venu en tête. Dans One Piece, le concept des primes existe, mais il est plutôt utilisé pour désigner la dangerosité d'un individu. C'est principalement un moyen sur lequel Oda s'appuie pour mettre en avant l'influence d'un personnage dans l'univers. Hop, tu vois une grosse prime apparaître, tu sais que c'est une grosse pointure, ça t'indique directement que tu n'as pas affaire à un manche à couilles quoi. Or, le concept de chasseur de primes en tant que tel reste très peu exploité au final. Et c'est bien ici que la force d'Illégal Rare se crée puisque ce dernier ne met non pas l'accent sur les primes, mais bien sur les chasseurs de primes. Voilà en quoi j'estime que cette série avait un potentiel immense à creuser, non pas seulement pour ce concept, mais aussi pour son univers dans lequel les personnages évoluent. Un univers particulièrement sombre où l'on découvre des chasseurs de primes en action, chassant ainsi des êtres surnaturels réputés pour leur rareté tels que des sirènes, des licornes, des loups-garous et autres bêtes mythiques dans le genre. La situation est devenue tellement critique que de nombreuses espèces sont en voie de disparition. Le héros Axel fait partie d'une cellule fraîchement mise en place pour protéger les rares, des trackers en tout genre, et comme tout héros qui se respecte dans le Jump, il a forcément une particularité. Ce dernier est donc un black vampire, une condition qui lui octroie des capacités physiques particulièrement développées. Luttant de tout cœur pour la liberté de ses confrères rares, Axel se lance corps et âme dans une lutte contre ceux qui chassent les siens. Si sa volonté est assez louable, hormis le flow qu'il dégage, ce protagoniste se révèle au final assez plat comme la plupart des personnages du manga. Bien que j'estime qu'il s'agit d'une série qui avait un fort potentiel à développer, je ne peux malgré tout vous mentir en vous disant que je ne comprends pas pourquoi elle a été arrêtée. Selon moi, l'erreur de l'auteur a été de partir sur une succession d'arcs vraiment courts au lieu de se concentrer en un premier lieu sur un seul et unique arc afin de mieux le développer. Là, c'est tout le contraire, tout s'enchaîne très vite, les lecteurs n'ont pas spécialement le temps de s'attacher aux personnages, qui sont pour le coup eux aussi peu développés. Alors bien sûr cela reste subjectif, mais ce manga aurait tant eu à gagner en évitant de proposer des petites intrigues par-ci par-là, car c'est dommage, l'univers était assez dense et vraiment prometteur. Cela dit, il s'agit tout de même d'un manga que je vous recommande car sa lecture n'en est pas désagréable pour autant, au contraire même, en termes de divertissement, c'est une série courte qui fait largement le taf, et quand tu vois le style de Shiibashi, crois-moi que ça se lit sans le moindre mal. Un style assez riche donnant parfaitement vie à toutes ces créatures mythologiques qui nous offrent des scènes assez grandioses. Malheureusement quand le manga commençait à avoir de réels enjeux, c'était trop tard, son arrêt était déjà acté. J'en garde malgré tout un bon souvenir donc je vous le recommande. Passons maintenant à un manga qui aurait pu devenir légendaire mais qui est vite parti en poussière, Samurai 8. Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, voulait enchaîner avec un nouveau défi, un nouveau manga et surtout un nouveau concept.
Cette fois-ci, pas de ninja pour le successeur de Naruto, mais des samouraïs, des cyborgs et surtout de la science-fiction. Le problème, c'est que les Japonais n'ont absolument rien compris à son œuvre et ses idées, qui s'arrêtera au bout de 5 tomes pour un total de 43 chapitres seulement. Les ventes étaient décevantes et Samurai 8 squattait toutes les semaines le bas du classement du Jump. Comparé à Naruto et Boruto, cela fait vraiment tâche sur le CV d'un maître comme Kishimoto. Malheureusement, la concurrence ne pardonne pas et toutes les œuvres bancales et qui manquent d'impact auprès des lecteurs ne pourront jamais survivre longtemps. Pour vous faire un petit synopsis avant d'analyser ça plus en détail, on y suit l'histoire de Hachimaru, un enfant cyborg assez fragile et qui n'a jamais connu le monde extérieur. Il est en vie grâce à une machine que son père a construite pour lui et il ne connaît que sa maison ou son jardin dans cet univers-là. Il passe son temps à jouer à des jeux vidéo en réalité virtuelle dans lesquels il peut se sentir vraiment vivant et moins seul. Son plus grand rêve est de devenir un samouraï pour protéger la galaxie, les personnes qui lui sont chères et chacune de ses étoiles. On a donc un scénario classique de prime abord avec un jeune garçon sans pouvoir ni talent apparent et surtout un background assez triste avant d'obtenir sa nouvelle puissance pour changer son destin. Il va donc rencontrer par hasard un maître samouraï appelé Daruma qui va l'aider à devenir un cyborg samouraï avec un véritable corps. Hachimaru va pouvoir découvrir le monde extérieur, rencontrer la princesse de son destin et devenir plus fort en expérimentant les préceptes des samouraïs. L'univers de Samurai 8 s'est voulu ambitieux, voire carrément trop ambitieux dès le départ, et on n'a pas un cadre vraiment stabilisé dès les premiers chapitres. On est très rapidement perdu dans plein d'explications qui apportent une lourdeur et surtout une redondance assez lassante, qui finira au fur et à mesure par perdre tous les lecteurs. Et honnêtement, le fait d'intégrer brutalement toujours plus de concepts à chaque chapitre alors qu'on a difficilement digéré les premiers juste avant, ça va juste provoquer en nous une sorte d'indigestion et surtout une saveur amère d'inachevé dans la bouche. Même si on finit par comprendre l'intérêt des concepts et des valeurs apportées par Masashi Kishimoto, rien n'arrive dans le bon ordre et surtout certaines actions sont beaucoup trop confuses, comme les combats par exemple qui vont arriver un peu sur le tas parce qu'il faut en rajouter pour mettre de l'action. Il suffisait pourtant simplement de créer un arc narratif beaucoup plus simple qui pose de véritables bases à cet univers-là qui est pourtant très riche et ambitieux, afin de progresser pas à pas et plus tranquillement, plutôt que de vouloir tout balancer dès le départ et finalement nous perdre dans la confusion générale et les notions techniques. D'ailleurs, les combats de Samurai 8 ne sont pas intrigants ni vraiment intéressants au point de laisser le lecteur bouche bée à chaque chapitre, à chaque case et surtout à chaque attaque. C'est quand même un énorme point noir pour un manga de samouraï qui se veut actif en tout cas sur le domaine de l'action et des combats. On ne ressent aucune émotion à travers les personnages qui semblent d'ailleurs pour la plupart assez plats malgré des motivations assez marquées pour certains. Les combats sont rapidement expédiés, on ne voit pas d'énormes différences de puissance et dans les techniques de chaque école de samouraï. L'âme d'un samouraï est ici représentée dans une boule pouvant devenir une lame pour que les samouraïs puissent combattre avec. Cette métaphore matérialise en tout cas le courage d'un homme et ses ambitions, et jusqu'où il est prêt à aller pour défendre ses idéaux et les personnes qui lui sont chères. C'est cela qui va vraiment différencier avec l'expérience les samouraïs au combat et savoir qui va remporter en tout cas la victoire. Dans Samurai 8, perdre son courage signifie autant mourir de manière métaphorique que physiquement et mentalement dans l'histoire. En plus de ça, les antagonistes et ennemis méchants sont tout sauf charismatiques et n'intégreront jamais votre top 20 voire top 30, que ce soit dans le design, leur pouvoir et leur motivation, tout est beaucoup trop simplé et mal amené. On n'a aucune proximité avec les personnages qui soient bons ou mauvais, et même le personnage principal comme Hachimaru n'a absolument aucun charisme. Il méritera toujours plus de claques que votre intérêt, ce qui va forcément rebuter le lecteur à continuer avec un héros qui n'en a finalement pas les épaules ni le statut. Donc autant vous dire qu'après 43 chapitres et peu d'intrigues ni de combats intéressants, rien ne pouvait nous faire frissonner, voire quasiment pas. On sent tout au long de l'œuvre que Kishimoto hésite et jongle entre deux types d'avancées, entre une avancée rapide pour faire progresser Hachimaru ou une avancée beaucoup plus lente. On a un sentiment d'avancer, puis de reculer, puis de réavancer, puis re-reculer, ce qui donne au final le sentiment de patauger, de pas du tout avancer, de tourner en rond vraiment dans l'intrigue. On a aussi surtout un sentiment de facilité trop important dans la progression et dans l'enchaînement des événements qui n'ont parfois aucun rapport entre eux. On se met indirectement à faire un parallèle avec Naruto qui était d'abord quasi parfait pour construire son récit, introduire des personnages et enchaîner les actions. En plus de ça, on devine en quelques chapitres seulement comment ça va avancer et se terminer. Je peux vous garantir les gars que ma lecture fut totalement longue et vraiment décevante et j'avais vraiment pas l'impression de lire une œuvre de Masashi Kishimoto parce qu'on sent vraiment que son projet ici n'est pas maîtrisé du début à la fin, autant sur la forme que sur le fond. Donc si je pouvais résumer tout ça en quelques mots, Samurai 8 restera en tout cas à jamais une œuvre pleine d'ambition, de rêve et d'espoir, manquant finalement du plus important, d'émotion. Autant pour Kishimoto que pour Hachimaru, cette aventure restera quand même inachevée. Et enfin pour finir, on enchaîne avec Hungry Joker. Hungry Joker est un manga de Yuki Tabata arrêté prématurément après seulement 3 opus. Il n'est quant à lui pas disponible en France. Shitose Toriyoji est l'assistant d'un scientifique féru d'expérimentation plus ou moins explosif nommé Aiji. Un jour, la police fait appel à ce dernier lorsqu'elle découvre un étrange cadavre luminescent. Aiji est persuadé que cette macabre découverte est liée à la pomme de Newton, dont la chair conférerait un pouvoir extraordinaire, celui de manipuler la gravité.
Or le cadavre qu'ils sont en train d'autopsier se transforme en monstre et blesse mortellement Aiji, qui croque alors le fruit mystérieux. Le jeune scientifique est ainsi devenu malgré lui une expérimentation vivante avec laquelle joue allègrement un inconnu masqué aux intentions énigmatiques. Quelle sera l'issue de la confrontation entre le génie et le dieu? S'il y a bien un manga arrêté prématurément qui m'a plu de bout en bout, c'est peut-être bien celui-ci. Un manga qui aborde le thème de la science-fiction de façon sérieuse, divertissante et intéressante. Et au final, ça reste un thème lui aussi très peu exploité dans le Shonen Jump. Ici, on est bien loin du ton comique que l'on peut retrouver dans Dr. Stone. L'histoire se déroule dans une ambiance véritablement sombre que j'aurais aimé retrouver dans Dr. Stone justement. On suit un protagoniste qui ne jure que par la science, tout le reste le désintéresse totalement, ce qui rend le personnage assez particulier mais aussi intéressant. Sans parler de ses origines qui nous dévoilent un triste passé, dès son apparition tu sens que le héros a vécu ou plutôt vu des choses bien sinistres dans son passé qui laissent très vite entrevoir un background intéressant. Et on en revient toujours là, un background qui aurait pu se montrer bien plus brillant si Yuki Tabata avait eu la possibilité de le développer plus longuement. Et oui, il s'agit du premier manga de l'auteur de Black Clover, et pour le coup, il avait des idées originales à exploiter dans celui-ci. Hungry Joker ne se contente pas de nous proposer une ambiance sombre, le manga dégage également toute une aura mystérieuse liée à cette fameuse pomme noire. Celle-ci est liée au passé de Aiji, en effet un incident lui fit perdre la mémoire jusqu'à ses 6 ans, son premier souvenir est de se retrouver seul au milieu de dizaines de cadavres incandescents, l'un d'eux tenait une pomme, depuis ce jour il se voue à la recherche d'informations sur cette pomme et de tout ce qui est incandescent, au point d'en faire une véritable obsession. On suit donc un protagoniste qui est aussi en quête de réponse sur son identité et son passé, dont il a quasiment tout oublié. L'intrigue devient de plus en plus captivante lorsque l'on apprend que cette pomme n'est pas unique en son genre mais qu'il existe bien d'autres fruits de ce type permettant de conférer des pouvoirs. Très vite des antagonistes entrent alors en jeu pour s'en emparer à des fins plus malsaines, de quoi pimenter l'histoire. Ajouter à cela des petites références scientifiques bien amenées par l'auteur, je trouve ça vraiment dommage que ce manga ait connu un tel sort, d'autant plus que le style de l'auteur était déjà bien plus que correct, malgré son manque d'expérience à l'époque. Bien qu'un peu inégal dans l'ensemble, certaines planches fourmillent de détails mais surtout de classe. Yuki Tabata s'est quand même bien amélioré depuis quand on voit ce qu'il est capable de dessiner avec Black Clover, mais il avait déjà un petit level sur Hungry Joker. Et à l'heure actuelle, je n'explique toujours pas ce qui lui a fait défaut, au point d'en arriver à une annulation, mais bon, c'est le jeu. Certaines nouveautés débutent au bon moment dans le magazine, d'autres sont moins mises en avant suite à la concurrence, donc forcément, certaines petites pépites comme Hungry Joker finissent par tomber dans l'oubli et dans l'ombre de grosses séries à succès. Ce pourquoi je tenais aujourd'hui à lui apporter ne serait-ce qu'un peu de lumière. Bref, sur ce la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci dans les commentaires, c'était d'ailleurs le premier feed de la chaîne en 3 ans, autant vous dire que j'en fais pas avec n'importe qui et vous le savez, raison de plus pour aller donner de la force à Alexandre sur ses réseaux et sur sa chaîne YouTube. En parlant de réseaux, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Insta, Utip et le Discord de la chaîne, vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, en attendant portez-vous bien, et moi je vous dis, on se reverra.「パーティーの主役